L'équité est une fable que l'on raconte aux enfants pour qu'ils partagent leurs jouets. Dans le monde réel, l'équité est souvent le baume que s'appliquent les vaincus pour supporter leurs défaites. Regardez ceux qui façonnent réellement les structures du pouvoir, les milliardaires, les stratèges, les négociateurs invisibles. Croyez-vous qu'ils aient attendu leur tour en respectant scrupuleusement les règles morales que l'on enseigne à l'école? Croyez-vous qu'ils aient patiemment fait la queue pendant que d'autres coupaient la file? Non. Ils ont compris que pendant que la majorité se bat selon des règles officielles, les véritables maîtres opèrent avec un manuel différent. Si vous écoutez ceci, c'est que quelque chose en vous est fatigué. Fatigué de travailler dur et de voir des individus moins compétents gravir les échelons. Fatigué d'être correct et de finir derrière ceux qui ne le sont pas. Vous sentez qu'il existe une porte dérobée vers l'influence et le succès que personne ne vous montre. Cette porte existe. Elle ne s'ouvre pas avec la vertu naïve, mais avec la compréhension des dynamiques asymétriques. Il ne s'agit pas de trucs ou d'astuces superficielles, il s'agit de principes psychologiques qui créent un déséquilibre en votre faveur. Des règles brutales qui, appliquées avec lucidité, donnent l'impression aux autres que vous avez de la chance. Ils appelleront cela talent, ils appelleront cela injustice. Peu importe, la première règle est celle de l'élimination décisive. La majorité des hommes mènent des guerres d'usure. Ils argumentent et rivalisent, s'épuisent dans des confrontations répétées. Ils s'affrontent jour après jour, espérant gagner par endurance. C'est la stratégie de l'homme ordinaire. Les figures historiques les plus efficaces ne luttaient pas dans la durée lorsqu'une manœuvre décisive était possible. César Borges, modèle du prince machiavélien, ne combattait pas frontalement quand une solution plus radicale s'offrait à lui. Face à des capitaines rebelles, puissants et armés, il aurait pu engager une guerre ouverte, risquant hommes, argent et réputation. Ce serait resté équitable. Il choisit une autre voie. Il feignit la réconciliation. Il flatta les égos. Il invita les rebelles à célébrer une alliance. Lorsqu'ils furent détendus, confiants, désarmés, il les fit arrêter et exécuter. En quelques heures, il élimina une menace qui aurait pu consumer des années. La leçon n'est pas d'imiter la cruauté, mais de comprendre le principe. Ne combattez pas sur le terrain choisi par votre adversaire si vous pouvez déplacer la bataille. Beaucoup tentent d'être meilleurs, plus travailleurs, plus visibles que leurs rivaux. Ils s'exposent, argumentent en réunion, cherchent à briller publiquement. C'est le champ de bataille évident. L'homme stratégique préfère parfois sourire et y encourager, puis laisser l'autre se surestimer. L'adversaire rassuré baisse la garde. Il accepte des projets trop ambitieux. Il surexpose ses faiblesses. Vous n'avez pas besoin de pousser. Il suffit d'observer le moment où l'excès devient chute. La gravité agit seule lorsque quelqu'un est déjà au bord. La deuxième règle est celle de l'asymétrie informationnelle. À l'ère numérique, tout le monde croit être informé. En réalité, la plupart sont submergés de données. Pas d'intelligence stratégique. Les informations publiques créent une illusion de savoir partagé. L'avantage réel appartient à celui qui sait avant les autres ou qui comprend ce que les autres ignorent. L'histoire financière regorge d'exemples où l'accès précoce à une nouvelle décisive a permis des gains immenses. Ce n'était pas la rumeur publique qui faisait la différence, mais le réseau privé, la discrétion, la collecte méthodique. Dans un contexte moderne, cela signifie connaître ce qui se murmure avant que cela ne soit annoncé. Comprendre les inquiétudes réelles d'un dirigeant avant que le mémo officiel ne soit diffusé. Identifier les failles et les besoins véritables derrière les discours publics. La majorité parle trop et écoute peu. Celui qui sait écouter devient un réceptacle de secrets. La gens adorent se sentir importante. Il se confie à celui qui crée un espace silencieux. Ce silence n'est pas passivité, c'est une invitation. Plus vous parlez, plus vous révélez, plus vous écoutez, plus vous accumulez. Dans une négociation, entrer sans connaître le seuil réel de l'autre revient à jouer à l'aveugle. Entrer en sachant ce qu'il ne peut pas se permettre de perdre transforme la discussion en calcul. Vous ne supputez plus, vous positionnez. La troisième règle est le pragmatisme armé. Les idéologies rigides ralentissent. Beaucoup confondent principe et peur déguisée. Je ne ferai jamais cela. Je ne collaborerai pas avec lui. Je veux gagner. Mais à ma manière, cette rigidité flatte l'ego. Mais elle limite l'adaptation. Machiavel n'enseignait pas la méchanceté gratuite. Il analysait l'efficacité. Les dirigeants qui cherchaient à être irréprochables en permanence
était souvent dépassé par ceux qui acceptaient la complexité morale du réel. Être flexible ne signifie pas trahir toute valeur, mais comprendre que la stratégie exige parfois un masque différent selon le contexte. L'eau n'a pas de forme propre. Pourtant, elle érode la pierre. Celui qui peut ajuster son ton, son attitude, son style, en fonction de son interlocuteur, multiplie ses leviers. Rester figé dans une identité unique vous rend prévisible. Être capable de plusieurs registres vous rend insaisissable. La 4e règle touche au levier fondamental, la nécessité. Vous craignez perdre votre poste ou votre relation parce que vous êtes remplaçable. Tant que vous êtes interchangeable, votre pouvoir de négociation est faible. Le système s'ajuste après un bref déséquilibre. Puis continue. Il faut devenir le point d'étranglement. Dans toute organisation, il existe un nœud critique, celui qui détient une relation clé, une compétence rare, une connaissance technique que peu maîtrisent. Occupez cet espace. Développez une expertise spécifique qui résout un problème douloureux. La dépendance crée le levier. On vous dira de partager tout votre savoir pour être collaboratif. Comprenez la nuance. Coopérer n'implique pas devenir dispensable. Si votre départ crée une douleur significative, vous avez du poids. Si votre absence n'est qu'un désagrément, vous êtes vulnérable. Examinez votre situation actuelle. Qui dépend réellement de vous? Si la réponse est vague, vous êtes une commodité. Les commodités sont échangées et pressées, puis remplacées. Construisez une rareté autour de vous, pas par mystère artificiel, mais par compétence et contrôle d'un flux critique. La 5e règle est la vitesse. La majorité perd non par manque d'intelligence, mais par lenteur. Ils suranalysent, ils attendent le moment parfait, ils organisent des réunions pour planifier des réunions. Pendant qu'ils polissent, d'autres agissent. Le stratège militaire John Boyd parlait du cycle observé. Orienta, décider, agir. Celui qui boucle ce cycle plus rapidement que son adversaire pénètre dans son tempo. Il agit avant que l'autre n'ait fini de réagir. Dans la vie professionnelle, réduire le délai entre idée et exécution crée un déséquilibre. Vous avez un projet? Commencez. Vous avez une décision? Prenez-la avec les informations disponibles. Puis ajustez. La vitesse génère des erreurs. Oui, mais la rapidité permet de les corriger avant qu'elles ne deviennent définitives. L'individu lent fait une erreur et emporte l'étiquette pendant des mois. L'individu rapide pivote et avance. L'élan est une force. L'univers favorise ceux qui avancent avec détermination plutôt que ceux qui hésitent indéfiniment. Attendre la validation ou la perfection vous maintient dans la file d'attente. Bouger vous place devant. À ce stade, une résistance intérieure apparaît. Cela semble manipulateur. Cela semble froid. Ce n'est pas gentil. En effet, la nature n'est pas gentille. L'économie n'est pas gentille. L'histoire n'est pas gentille. Être conscient des dynamiques réelles ne signifie pas les utiliser sans conscience morale. Cela signifie cesser d'être naïf. Un homme incapable de confrontation n'est pas pacifique. Il est vulnérable. La véritable moralité appartient à celui qui pourrait nuire, mais choisit de ne pas le faire. La force contrôlée, non la faiblesse imposée. Ces 5 règles forment déjà une base asymétrique. Elles déplacent le jeu. Elles exigent lucidité, pas brutalité gratuite. Elles demandent d'intégrer des aspects que l'on préfère souvent ignorer. La compétition, l'information, la vitesse, la nécessité. Pourtant, ces mécaniques externes ne suffisent pas si la main qui les tient tremble. La stratégie la plus brillante s'effondre entre les mains d'un esprit dépendant du regard des autres. Il reste encore des dimensions plus sombres à explorer. Celles qui exigent de renoncer au besoin d'être aimé pour entrer pleinement dans la logique du pouvoir. Les mécaniques externes donnent un avantage. Mais si votre esprit cherche encore l'approbation, si votre identité dépend du regard d'autrui, vous saboterez vous-même votre propre ascension. Le plus grand ennemi d'un stratège n'est pas l'adversaire visible. C'est la faiblesse intérieure qu'il refuse d'affronter. La 6e règle est celle du silence stratégique. Le vide. Nous vivons dans une ère d'exposition permanente. Tout le monde parle, tout le monde commente, tout le monde annonce ses projets avant même de les commencer. Cette surabondance de bruit crée une opportunité immense pour celui qui comprend la valeur du silence. Lorsque vous parlez, vous révélez, vous exposez vos intentions, vous laissez entrevoir vos doutes, vous montrez votre niveau réel de compréhension. Chaque phrase est une fuite d'informations. Celui qui parle trop distribue son pouvoir gratuitement. Imaginez une négociation. Une personne explique longuement, justifie son prix,
défend ses positions. Elle comble chaque silence par nervosité. Enface, quelqu'un écoute, regarde, ne dit presque rien. Qui contrôle la dynamique? Celui qui se tait. Le silence crée une tension. Cette tension pousse l'autre à remplir le vide, à expliquer davantage, à proposer plus, à dévoiler ses cartes. Le silence devient un miroir, dans lequel l'autre projette ses peurs. Apprenez à tolérer l'inconfort du silence. Lorsqu'on vous provoque, ne réagissez pas immédiatement. Regardez, comptez mentalement quelques secondes. Cette absence de réaction déstabilise plus qu'une insulte bien placée. Elle communique. Tu n'as pas le poids nécessaire pour modifier mon état. Le silence est aussi une arme de construction. Si vous avez un projet ambitieux, ne l'annoncez pas à tous. L'anticipation publique libère une gratification prématurée. Votre cerveau confond la reconnaissance sociale avec l'accomplissement réel. En gardant vos intentions dans l'ombre, vous accumulez une pression interne. Vous construisez en profondeur. Les champignons poussent dans l'obscurité. Les diamants se forment sous pression. Le pouvoir authentique grandit loin des applaudissements. Lorsque vos résultats apparaissent sans avertissement, ils frappent plus fort. Soyez la foudre, pas le tonnerre. Le tonnerre fait du bruit. La foudre frappe. La 7e règle est celle de l'imprévisibilité maîtrisée. La prévisibilité rend vulnérable. Si je sais que vous êtes toujours conciliant, je sais que je peux insister jusqu'à ce que vous cédiez. Si je sais que vous êtes toujours disponible, je sais que je peux vous appeler à n'importe quelle heure. Si je sais que vous êtes toujours calme, je peux tester vos limites. L'imprévisibilité crée une marge de respect. Il ne s'agit pas d'être chaotique, mais de briser parfois les attentes. Si vous êtes toujours d'accord, dites non à une demande mineure sans justification excessive. Si vous êtes toujours accessible, disparaissez un moment. Si vous êtes toujours modéré, laissez apparaître une froideur brève mais nette lorsque vos limites sont franchies. Cette variation rappelle aux autres que votre faveur n'est pas automatique, que votre coopération est un choix, pas une obligation. La constance absolue rassure, mais elle banalise. Une légère incertitude maintient la tension. Historiquement, certains dirigeants ont cultivé une réputation de volatilité calculée, non pas pour terroriser, mais pour créer une prudence autour d'eux. Si l'autre ne peut pas prédire votre réaction avec certitude, il avance avec plus de retenue. Il est souvent dit qu'il vaut mieux être craint qu'aimé. Cette phrase est souvent mal comprise. Elle ne prône pas la tyrannie. Elle souligne simplement que l'amour dépend du bon vouloir d'autrui. Il peut disparaître. Le respect né d'une capacité démontrée à agir ne dépend pas uniquement de l'émotion. Il ne s'agit pas d'être un tyran. Il s'agit d'être perçu comme quelqu'un qui peut dire non. Partir. Changer les règles si nécessaire. Mais toutes ces règles externes s'effondrent si vous restez dépendant de la validation. Voici le premier ennemi intérieur, l'addiction à l'approbation. Examinez vos dernières actions importantes. Les avez-vous entreprises pour progresser réellement ou pour recevoir des félicitations? Chaque fois que vous recherchez le compliment, vous tendez une laisse à la société. Vous donnez à d'autres la capacité de vous récompenser ou de vous punir émotionnellement. Lorsque vous publiez chaque succès, vous échangez la puissance interne de la discipline contre la monnaie fragile des likes. Vous vendez de l'or pour du plastique. Le véritable pouvoir appartient à celui qui travaille dans l'ombre et n'a pas besoin de témoins. Gardez vos victoires pour vous, créez une gravité intérieure, non pas de l'arrogance, mais une densité. Vous entrez dans une pièce sachant ce que vous avez accompli. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le confirme. Pendant que les autres cherchent l'attention, vous observez et l'observateur comprend le jeu mieux que le performeur. Le deuxième ennemi intérieur est la peur d'être le méchant. On vous a éduqué avec des récits simplifiés. Le héros est toujours gentil, toujours juste, toujours aimé. Dans la réalité, toute transformation dérange. Si vous améliorez radicalement votre situation, vous modifiez l'équilibre autour de vous. Certains se sentiront menacés. Si vous licenciez un employé incompétent, vous êtes le méchant dans son histoire, dans celle de votre entreprise. Vous êtes celui qui a sauvé la structure. Si vous cessez de fréquenter des amis qui vous tirent vers le bas, ils vous qualifieront d'arrogant. Votre futur vous remerciera. Vous ne pouvez pas être loyal à tout le monde. Vous devez choisir où va votre loyauté. Voulez-vous être aimé dans le présent ou respecté dans votre avenir? Chercher à sauver tout le monde est souvent une forme subtile de vanité. Vous ne contrôlez pas la trajectoire des autres. Vous contrôlez la vôtre. Le troisième ennemi est l'illusion du « plus tard ». Je commencerai lundi. Je lancerai quand le moment sera parfait.
J'attends la bonne opportunité. Ce langage est celui de la proie. Le prédateur agit dans le présent. Le futur est une construction mentale. La seule réalité tangible est ce moment précis. L'avantage asymétrique naît de la réduction du délai entre pensée et action. La plupart des gens laissent un espace immense entre une idée et son exécution. Des jours, des mois, des années. Je devrais écrire un livre. 10 ans plus tard. La phrase est identique. L'individu exceptionnel pense « je devrais écrire un livre ». Et le soir même, il rédige le premier chapitre. Réduisez l'écart. Si vous pouvez rapprocher intention et action jusqu'à presque les fusionner, vous devenez redoutable. Pendant que d'autres planifient, vous expérimentez. Pendant qu'ils analysent, et vous ajustez. Cette capacité exige d'intégrer votre ombre. Carl Jung parlait de cette part refoulée, l'agressivité, l'ambition brute, le désir de domination. On vous apprend à les nier, mais refoulées. Elles ne disparaissent pas. Elles s'expriment de manière maladroite ou destructive. La voie stratégique n'est pas la suppression de l'ombre, mais son intégration. Votre agressivité vous aide à défendre vos limites. Votre ambition vous pousse à exiger davantage. Votre froideur vous permet de trancher, quand l'émotion brouille le jugement. Un homme inoffensif n'est pas vertueux. Il est simplement incapable de nuire. La véritable vertu appartient à celui qui pourrait nuire, mais choisit consciemment de ne pas le faire. Intégrer ces dimensions vous transforme en individu dangereux, mais contrôlé. Et c'est seulement dans cette position que le choix moral a du poids. À ce stade, vous possédez les règles externes et vous commencez à nettoyer les ennemis internes. Il reste encore une consolidation essentielle. Bâtir une architecture psychologique capable de soutenir cet avantage sans s'effondrer sous son propre poids. Bâtir cette architecture intérieure est la dernière étape. Sans elle, chaque tactique devient instable. Vous pouvez manipuler l'information, agir vite, créer la dépendance. Mais si votre ego est fragile, si vos impulsions dominent votre discipline, vous perdrez tout aussi vite que vous l'avez acquis. Le véritable avantage injuste n'est pas extérieur, il est psychologique. La majorité des individus construisent des stratégies sur un terrain marécageux. Ils apprennent des techniques de négociation, des méthodes d'influence, des routines de productivité, puis, au premier succès, leur orgueil explose. Au premier échec, leur confiance s'effondre. Ils n'ont pas de fondation. Machiavel comprenait que le plus grand danger pour un prince n'était pas l'ennemi visible, mais l'illusion dans le miroir, l'autotromperie, l'excès de confiance, l'aveuglement. Vous devez devenir capable de porter le pouvoir sans qu'il vous consume. La première consolidation consiste à tuer définitivement l'addiction à la validation. Tant que vous cherchez l'approbation, vous êtes manipulable. Tant que votre humeur dépend des réactions extérieures, vous êtes instable. Regardez vos décisions récentes. Ont-elles été prises pour produire un résultat mesurable ou pour produire une impression favorable? Beaucoup d'actions sont des performances sociales déguisées en progrès. On publie une réussite. On annonce un projet. On affiche une discipline. Tout cela procure un micro-soulagement chimique. Mais cela disperse l'énergie. Le stratège accumule en silence. Il compresse. Il ne cherche pas d'applaudissements. Il cherche l'effet réel. Lorsque vous n'avez plus besoin d'être vu, vous devenez plus dangereux. Parce que vos mouvements ne sont pas annoncés. Parce que votre motivation ne dépend pas d'un public. Parce que votre identité n'est pas construite sur les regards. La deuxième consolidation est l'acceptation du conflit. Si vous refusez toute tension, vous vous condamnerez à la médiocrité. Changer votre trajectoire dérangera. Demander une augmentation créera un malaise. Refuser une faveur provoquera une réaction. Mettre fin à une relation toxique déclenchera des accusations. Vous devez développer l'estomac nécessaire pour absorber ces frictions sans reculer. Si votre objectif est d'être aimé par tous, vous limiterez inconsciemment votre propre expansion. Vous ne pouvez pas être loyal à la vision que vous avez pour votre vie et loyal à chaque attente extérieure simultanément. Il faut choisir. Être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre n'est pas une tragédie. Être le traître à votre propre potentiel l'est. La troisième consolidation est la destruction de l'illusion du temps infini. La plupart vivent comme si demain était garanti. Ils reportent les décisions difficiles. Ils ajournent les actions audacieuses. Ils attendent une configuration parfaite qui n'arrive jamais. Le stratège vit dans le présent compressé. Chaque idée est immédiatement évaluée. Agit-on maintenant ou abandonne-t-on? Réduire l'écart entre pensée et action crée une dynamique presque inquiétante pour ceux qui vous entourent. Pendant qu'ils débattent, vous exécutez. Pendant qu'ils hésitent, vous avancez.
Ce différentiel de tempo crée l'asymétrie. Mais pour soutenir cette vitesse, vous devez intégrer votre ombre sans qu'elle vous domine. L'ombre contient votre agressivité, votre désir de domination, votre ambition nue. Si vous la niez, elle s'exprimera de manière désordonnée. Si vous l'intégrez, elle devient carburant. Votre agressivité vous aide à défendre vos frontières. Votre ambition vous empêche d'accepter la médiocrité. Votre froideur vous permet de prendre des décisions que d'autres repoussent indéfiniment. Un homme totalement inoffensif n'est pas bon. Il est simplement impuissant. La bonté réelle suppose la capacité de faire du mal et le choix conscient de ne pas l'utiliser sans nécessité. Intégrer votre ombre signifie être capable de fermeté sans cruauté gratuite, d'efficacité sans sadisme, de distance sans mépris inutile. À ce stade, les 7 règles externes et la citadelle interne fusionnent. Vous éliminez les résistances par stratégie plutôt que par usure. Vous accumulez l'information au lieu de l'exposer. Vous adaptez votre posture plutôt que de vous enfermer dans une idéologie. Vous créez la dépendance au lieu de supplier pour la reconnaissance. Vous agissez vite au lieu d'attendre la permission. Vous utilisez le silence au lieu de remplir le vide. Vous cultivez une légère imprévisibilité au lieu d'être parfaitement lisible. Et intérieurement, vous ne recherchez plus l'applaudissement. Vous acceptez d'être parfois mal perçu. Vous agissez dans le présent. Vous utilisez votre ombre comme moteur. Lorsque ces éléments se combinent, le jeu change. Vous cessez de jouer en mode difficile, en respectant des règles que d'autres ignorent. Vous comprenez que la porte n'était pas verrouillée. Vous étiez simplement trop conditionné pour la pousser. Il ne s'agit pas d'être malveillant. Il s'agit d'être efficace. De respecter votre potentiel suffisamment pour arrêter de vous handicaper avec des scrupules mal placés. Le monde n'est pas hostile, mais il est indifférent. Si vous restez passif, il vous broiera par inertie. Si vous devenez stratégique, il s'écarte. Cependant, un dernier test demeure. Lorsque vous appliquez ces principes, votre entourage changera. Ceux qui bénéficiaient de votre faiblesse se sentiront menacés. Ceux qui appréciaient votre prévisibilité seront déstabilisés. On vous dira que vous avez changé, que vous êtes devenu froid, que vous n'êtes plus comme avant. C'est vrai. La question est simple. Préférez-vous être confortable et limité, ou inconfortable et puissant? La pression de la conformité est immense. Le groupe rassure, le sommeil isole, mais la vue est différente. Si vous persistez, si vous maintenez la discipline, malgré la résistance sociale, vous atteindrez un point où le respect remplace la familiarité, où votre présence modifie une pièce sans que vous ayez besoin d'élever la voix, où vos décisions sont prises au sérieux, parce que vous avez démontré que vous pouvez partir. Coupé. Agish, qui est Chela. L'avantage injuste. Il ne repose pas sur la chance. Il ne repose pas sur le talent inné. Il repose sur la compréhension froide des dynamiques humaines et sur la maîtrise de soi. À partir de ce moment, vous ne demandez plus la permission. Vous n'attendez plus votre tour. Vous identifiez l'objectif. Vous tracez le chemin. Et vous avancez. Et lorsque d'autres murmurent que ce n'est pas équitable, vous souriez intérieurement. L'équité est une histoire pour enfants. Le monde réel appartient à ceux qui comprennent ses lois. Reste une question. Êtes-vous prêt à payer le prix de cette lucidité? Car le prix n'est pas financier. Il est social, il est émotionnel, il est intérieur. La solitude, la discipline, la responsabilité totale. Peu sont prêts, la majorité préfère la sécurité du troupeau. Si vous êtes encore ici, vous avez déjà franchi une frontière invisible. Vous avez compris que l'efficacité demande plus que la gentillesse automatique, que le respect demande plus que la conformité. Alors agissez, pas demain, maintenant, et lorsque vous avancerez avec cette clarté froide, le monde ne vous bloquera pas. Il s'ajustera, parce qu'il s'ajuste toujours à celui qui sait exactement où il va et qui n'a plus besoin d'être aimé pour y arriver.